Bonjour à tous. Me voilà de retour après quelques mois de pause que j'ai pris pour monter un projet professionnel qui se développe peu à peu. Et pour vous donner une petite idée du thème de ce projet, je vais démarrer une nouvelle série de vidéos qui se nommera Des codes sources. Lorsqu'on lit un article dans les journaux, la moindre des choses est d'y trouver la source des informations proposées. Pour les articles qui parlent de science, le minimum est de donner les références du papier que l'on rapporte. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. L'idée de ces vidéos est de montrer comment faire pour trouver les sources des articles des journaux, même quand ils n'ont pas la décence de donner les références dans leur totalité. Il y a toujours moyen de trouver, même avec peu d'infos. Je commence aujourd'hui par un article de la Charente Libre du 6 octobre dernier, dont le titre est « Des enzymes mangeurs de plastique chez les larves ». Cet article rapporte les conclusions d'un article scientifique publié dans Nature Communications par des chercheurs espagnols du nom de... Ah bah non, ne cherchez pas, ils ne sont pas cités. Beaucoup d'articles sont écrits comme ça. Genre, une fois qu'on a dit que c'était issu d'une étude, c'est bon, on est couvert, à coup de « les scientifiques disent que »,« une étude a prouvé que ». Non, il faut qu'on puisse, nous, lecteurs, être capables de retrouver la source facilement. Et on va trouver. Prenons par exemple le nom de l'espèce de la larve étudiée, et faisons une recherche dans Google. Tiens, on voit dans les recherches les plus fréquentes le nom de l'espèce associé avec celui d'un plastique. Allez, on y va et on regarde les propositions. On cherche un peu et voilà un papier de 2022 avec une histoire d'enzymes et un nom qui sonne un peu espagnol. Ça doit être ça, cliquons. Lisons le résumé de l'article. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez voir que c'est bien de cela dont il s'agit. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, les logiciels de traduction ont fait d'énormes progrès. Un petit tour dans Google Traduction ou autre, et on a une version française pas trop mal. Bon, mission accomplie, on a trouvé la source. À vous de jouer si vous voulez approfondir cette histoire de salive de chenille. Dans cette série, je parlerai également des figures et des illustrations utilisées par les journaux pour faciliter la compréhension des chiffres. Objectif très louable, mais parfois source d'erreurs ou d'incertitudes. Commençons avec des figures présentes dans la Charente Libre le 27 octobre. Dans un dossier sur la reconversion professionnelle, le journal présente des chiffres sur les gens qui veulent changer de métier et sur le succès de cette envie. Alors le premier souci, c'est qu'on ne sait jamais vraiment d'où viennent les chiffres. On ne sait pas si ce sont des sondages, des études observationnelles, sur combien de gens, qu'est-ce qu'on leur a posé comme question, etc. En gros, on n'a aucune info. Alors ils sont gentils, si on a envie de chercher, ils nous mettent les références. Cependant, donner les références ne dédouane pas le journal d'expliquer les résultats et les figures qu'il présente. Il faut que nous, lecteurs, nous puissions comprendre les résultats en lisant juste le journal, et même normalement en ne lisant que la figure ou les résultats. Prenons par exemple cette figure sur les 5 domaines de formation privilégiés pour une reconversion. C'est une figure en anneau avec les pourcentages des 5 domaines. Cependant, la somme des pourcentages ne fait pas 100%, elle fait 68%. On a bien compris qu'il s'agissait des 5 domaines les plus cités, et que dans le sondage, il y avait probablement d'autres réponses, qui représentent les 32% restants. Un gros morceau quand même. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise une figure en anneau, ou un camembert, on s'attend à ce que les résultats soient présentés en pourcentage sur la totalité des résultats pour avoir une idée de leur distribution. Ici, la figure n'est pas adaptée pour ça, car elle ne présente que 5 des réponses parmi la totalité des réponses possibles. Ils pouvaient faire cette figure par exemple, s'ils y ajoutaient les 32% restants avec une appellation autre. Sinon, si on ne veut présenter que les 5 premiers, un diagramme en bâton est suffisant, tout aussi clair et juste, et pas besoin de faire attention au fait que ça ne fait pas 100%. Même souci pour la figure sur les profils des actifs en reconversion, la totalité des réponses n'est pas égale à 100%. Mais cette fois, ça fait plus de 100%. Probablement que les sondés pouvaient cocher plusieurs réponses pour une même question, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Et surtout, on ne présente pas les résultats comme ça. Un diagramme en bâton, par exemple, était tout aussi suffisant et plus juste, en signalant que les sondés pouvaient répondre plusieurs réponses à la question. Je garde le dernier pour le prochain épisode, ce qui nous permettra d'allier la critique des figures et les problèmes de source. Pour nous quitter, un petit exercice pour vous sur une autre figure trouvée dans le courrier de l'Est. Quelque chose ne va pas ici. Je vous laisse me donner la réponse dans les commentaires. J'espère que ce nouveau format vous a plu, et surtout, n'oubliez pas votre bâton de sourcier quand vous vous baladez dans le monde de l'information.